Bienvenue à tout le monde. Je suis très heureuse de revenir à la Chartreuse. J'ai eu le coup de foudre la première fois que j'ai vu cet endroit. Et en continuant à parler avec Alexia surtout, mais aussi avec d'autres représentants, j'ai vraiment saisi qu'on peut faire quelque chose de magnifique de cet endroit, qui rejoint aussi ce que nous faisons avec le World Economic Forum, peut-être dans une dimension globale. Pour nous, l'entrepreneuriat social n'est pas de la charité, ce n'est pas de la philanthropie, mais c'est de l'entrepreneuriat. Donc un entrepreneur, il travaille avec les mêmes moyens qu'un entrepreneur qui crée quelque chose, qui produit quelque chose. Donc les entrepreneurs sociaux, ils voient un problème, et c'est surtout à la base. Ils voient un problème et ils veulent trouver une solution pour y remédier. Et ça caractérise un entrepreneur social. C'était quoi votre intention? Parce qu'il y a 17 ans, on ne parlait pas vraiment de l'entrepreneuriat social. À l'époque, c'était quoi votre intention quand vous avez créé cette fondation? Notre intention était, comme vous avez entendu, le World Economic Forum est une plateforme pour les décideurs, de la politique, de l'économie, de l'académie, des médias, de la société civile. Et j'ai toujours trouvé qu'il manquait quelque chose, et ce qu'il manque, c'est la voix de la base. C'est-à-dire, il fallait trouver des gens qui ont créé de grandes organisations, qui peuvent aider dans la réflexion et qui font concrètement quelque chose pour améliorer la vie des peuples. Et ça, c'était l'intention. Et nous avons créé donc cette fondation et nous nous sommes attelés à trouver ces entrepreneurs via un système de prix annuel. Donc nous faisons des compétitions à travers le monde, à travers le monde, et nous avons établi un système de critères qui sont les mêmes d'ailleurs dans le monde entier, dans toutes les régions. Et à ce moment-là, les entrepreneurs, nous avons évalué probablement des milliers d'organisations déjà. Dans toutes ces années. Et aujourd'hui, il y en a 260, c'est ça? Il y a 320. 320, ah. Il y a 320, oui. Il y a 320 entrepreneurs, oui, 320 entrepreneurs sociaux, oui. D'accord. Et donc, ils sont actifs dans 60 pays. Oui. Ils sont actifs dans tous les domaines de la société, santé, éducation, développement rural, job creation, création d'emplois, etc. Nous avons évidemment aussi une évaluation en France depuis 9 ans, je crois, si je ne me trompe pas, depuis 9 ans. Et il y a plusieurs entreprises que vous connaissez certainement qui ont été choisies par la Fondation. Les plus récents, c'est Charles-Édouard Vincent de Emmaüs Défi. Il y a Jean-Louis Rive de DSI et il y a donc cette année Sylvain Coutier de ATF Gaïa. Très belle entreprise aussi d'insertion et de handicap. Oui, insertion. Pierre Duponchel, le relais, avec des second hand. Laurent Laïc-Lavarap, etc. Mais je sais qu'il y a un entrepreneur social dans la salle. Jean-Daniel Muller, alors vous êtes le fellow qui aujourd'hui représente les fellows. Alors c'est important. Vous avez lancé Ciel Bleu. En 2 mots, qu'est-ce que c'est Ciel Bleu et qu'est-ce que vous a apporté le fait d'être fellow de la Fondation Schwab? Ciel Bleu, c'est une structure qui est un groupe associatif qui a été créé maintenant il y a 18 ans, dans 2 semaines. Et on propose de l'activité physique adaptée à des personnes âgées, des personnes fragilisées, des personnes atteintes de maladies chroniques, des personnes handicapées. Et on a commencé à 2 il y a quelques années en France. Aujourd'hui, on est plus de 500 salariés sur toute la France, mais on a aussi pu promouvoir ces activités de prévention auprès du plus grand nombre dans d'autres pays, puisqu'on est présent en Irlande, en Espagne et en Belgique. Et le professeur Schwab parlait tout à l'heure des choses importantes, avec le cœur, l'âme, etc. Je crois que dans l'association, dans le groupe associatif, on essaie de mettre tout ça. On y rajoutera les pieds, donc ça c'est nos interventions auprès, puisqu'on est des sportifs quand même, auprès des 140 000 personnes qui suivent quotidiennement nos activités pour maintenir leur autonomie et gagner en qualité de vie tous les jours. Ensuite, on a l'âme, on va dire,
les valeurs qui nous portent. Ça a été un groupe associatif dès le départ. Aujourd'hui, rien ne nous appartient et Ciel Bleu appartient à tout le monde. Notamment, on a des entreprises qui sont dédiées, qui appartiennent à 100% à l'association pour ramener tous ces bénéfices et rendre notre activité le plus accessible possible financièrement. Vous êtes très présent dans le Nord. On est aussi très présent dans le Nord, oui, c'est même le département, je crois, qui est le plus développé de toute la France. Et qu'est-ce que ça vous a apporté d'être fellow de la Shop Foundation? Beaucoup de choses, ça fait qu'un an, mais la première chose, c'est d'abord une vraie reconnaissance. C'est un label qualité aujourd'hui auprès de tous nos partenaires, auprès de toutes les personnes. C'est une vraie communauté, donc il y a beaucoup d'échanges avec les gens de la Fondation, avec le réseau des 320 personnes qui aujourd'hui constituent les vainqueurs, mais aussi avec tous les partenaires de la Fondation. Et ça nous amène à des choses incroyables, comme par exemple, j'ai pu passer une semaine à Harvard en juillet dernier pour apprendre, pour évoluer, pour continuer à discuter. Et de là, par exemple, a été décidé que nous allions passer à une fédération internationale, parce qu'aujourd'hui, on a des demandes dans une dizaine de pays différents pour continuer à toucher davantage de bénéficiaires et de personnes âgées ou fragilisées par la maladie grâce à nos activités. Oui, nous avons établi donc une série de critères. Les plus importants sont l'innovation sociale. Il faudrait que le projet présente vraiment quelque chose de neuf. Et deuxième, c'est le projet doit être financièrement viable. Ça ne sert à rien de vivre avec des subventions ou des donations parce que dans les temps économiquement difficiles, tout cet argent va disparaître et l'entreprise ne pourra plus vivre. Donc on attache beaucoup d'importance à cela. Troisième critère très important, il faut avoir un impact social direct sur la population qu'on veut servir. Et en plus, évidemment, le projet, idéalement, doit être apte à changer d'échelle et à être répliqué dans un autre contexte ou un autre pays, une autre région. Et l'entrepreneur social, ça sera par là, monsieur Jean-Michel, doit être un role model. Oui, c'est ça. Alors ça, on aime bien. Dans son comportement, d'être un role model en français, je dirais un modèle tout simplement. En voilà, fait, un modèle pour des autres, oui, des jeunes. Donc ça ne s'adresse pas aux startups, hein, on est déjà... Non, nous sommes, la Job Foundation, nous avons le réseau le plus grand au monde des entrepreneurs sociaux de très haut niveau, donc qui sont vraiment très grands, qui servent des millions de personnes dans tous les domaines, ça on peut dire. Oui. Et alors vous contrairement à la vision qu'on peut avoir de toutes les fondations, le principe, c'est pas de faire un chèque ou de donner de l'argent, vous apportez autre chose. Oui, donc c'est exactement. Donc ce qui est très important, c'est de créer un réseau. Voilà. Parmi les entrepreneurs sociaux, comme on en a entendu, et ce qui se fait beaucoup, donc il y a beaucoup de transferts de savoir aussi, mais aussi de travailler avec le World Economic Forum. Donc nous intégrons les entrepreneurs sociaux dans tout ce que nous faisons, dans des rapports d'études, de recherche, et dans les régions, dans les réunions annuelles ou régionales, où ils travaillent concrètement avec d'autres acteurs, avec des politiciens. Ils font partie des panels comme experts, ce qui est très important. Parce que c'est eux qui savent ce qui se passe vraiment dans la base de la pyramide, comme on dit. Oui, absolument. Oui. Ça permet de faire bouger aussi les esprits des leaders, parfois un peu moins directement en lien avec le terrain. Et alors, donc vous attendez d'eux, en fait, de se parler, de coopérer, de travailler ensemble, de se développer, c'est ça? Oui, bien sûr. Et puis justement, d'apporter leur savoir-faire à nos activités. D'accord. Oui. On a vu l'exemple de Ciel Bleu. Il y a peut-être deux ou trois autres exemples que vous pourriez partager avec nous, de gens, parce que c'est intéressant de voir qu'en fait, ces entrepreneurs sociaux, on peut mettre plein de définitions derrière. Là, il y en a une qui est très précise. On la retrouve d'ailleurs sur le site de la Fondation Schwab. Et ce sont tous des gens qui transforment le monde, en fait, qui ont un réel impact sur les personnes, pas simplement à une petite échelle, mais à une échelle très importante. Oui. Je vais peut-être vous donner un exemple du Canada. C'est une entreprise qui s'appelle Artscape, et c'est un autre domaine artistique et culturel.
Donc, très souvent, les artistes vivent des vies misérables. Ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Et ils n'ont pas beaucoup de connexions entre eux, ni des connexions avec les marchés de l'art, par exemple. Alors, Artscape fait plusieurs choses, et c'est un très très bon exemple comment on peut connecter les différents preneurs de la société. Il révalorise des quartiers. Donc, un quartier spécifiquement à Toronto, qui était complètement abandonné. Donc, il travaille avec la municipalité, avec des investisseurs, avec des milieux de la construction pour refaire des immeubles entiers, rénover tout un quartier, rénover et mettre à disposition aux artistes. Et c'est allé très très loin parce que donc c'est des studios, c'est des ateliers, etc., mais aussi des réunions. Et entre-temps, c'est devenu un endroit, un lieu de rencontre entre les divers pans de la société. Et il paraît qu'il y a des centaines de milliers de citoyens déjà qui viennent, qui visitent, qui travaillent avec les gens qui sont sur place. Donc ça se rapporte un tout petit peu à l'idée que la Chartreuse aimerait faire. Et peut-être un deuxième exemple, puis après je vous interrogerai. Un exemple, oui, qui est aussi très à la réalité, surtout aussi dans cette région, mais dans beaucoup de régions du monde. C'est une organisation qui s'appelle Education for Employment, donc éducation pour l'emploi. Et ils travaillent essentiellement dans le Moyen-Orient, dans les pays, et ils essayent de venir à bout de deux problèmes simultanément. Tout d'abord, le manque de formation à cause d'un système éducatif qui est mal adapté aux besoins des entreprises. Et deuxièmement, les jeunes n'ont pas d'opportunité de travail. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont d'abord chez les entreprises et discutent avec les entreprises de quels besoins, de quelles choses ils ont besoin, que les futurs employés doivent faire, comment ils doivent être formés. Et donc, il y a une promesse, si les entreprises engagent après les gens qui sont formés par cette Education for Employment. Donc, ils vont former les employés et l'entreprise promet de les engager à plus ou moins long terme. Et donc, dès que les gens arrivent dans cette entreprise, donc, ils profitent en même temps du mentoring et de l'éducation et aussi donc, de l'expertise des gens qui sont déjà là, qui travaillent dans le même système. Alors ça c'est pareil, c'est une bonne source d'inspiration aussi pour le travail notamment de cet après-midi puis des 3 ans qui vont venir sur justement l'employabilité, la croissance inclusive et la capacité d'associations à anticiper sur les besoins des entreprises et des formations. C'est un vrai sujet dans toutes les régions globalement de France. Et alors, chacun des exemples que vous avez cités donne une grande part à la coopération des parties prenantes entre elles. Hein, je crois, c'est un peu ce qui vous anime. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que ça va être le thème de cet après-midi, c'est comment on coopère ensemble. Je dois répéter ce que mon mari a dit depuis très très longtemps déjà, que ni les gouvernements, ni les entreprises, ni les sociétés civiles peuvent résoudre tous ces grands problèmes du monde seuls. Donc, une coopération est absolument importante et c'est ce que nous essayons de faire depuis 44 ans. Et je vois que vraiment aussi dans le milieu social, c'est absolument important. Donc, tous ces exemples, il y en a beaucoup que j'ai donnés, montrent qu'on peut arriver à résoudre de gros problèmes si on se met ensemble. Et alors vous, Île de Schwab, mais la Fondation Schwab, à quel moment vous vous dites, là, ce que j'ai fait, c'est important, ça a permis d'influencer l'état du monde? Oh, je sais que c'est un grand mot, mais chaque fois que je parle avec les entrepreneurs qui me racontent ce qu'ils font, je vois leur modèle, je suis chaque fois émerveillée et émue de découvrir tout ce qu'on peut faire pour arriver au bout d'un problème. Et c'est vrai, ça c'est améliorer l'état peut-être de quelques milliers ou millions de personnes. Et par ça, on peut changer le monde, effectivement. Donc, c'est chaque jour que je vois que c'est magnifique. C'est peut-être une petite goutte
dans l'océan, mais il faut toutes ces gouttes pour arriver à quelque chose. Alors, justement, en parlant de gouttes, ici, la chartreuse de Neuville, ça peut être vu comme une petite goutte d'eau dans l'océan, ou ça peut être vu, comme on l'a entendu ce matin, comme, voilà, au contraire, les cellules qui permettent de disséminer un esprit, une conscience, un travail collectif. Vous avez soutenu le projet depuis le départ, vous êtes super sollicité, je pense, par la planète entière. Alors, surtout par mon mari. Aussi par votre mari, voilà, qui lui-même super sollicité, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ce projet-là, j'accroche, ça m'intéresse, je soutiens, j'amène mon mari entre la Chine et New York jusqu'ici. Pourquoi vous avez accroché à ce projet plus particulièrement? J'ai été séduite par l'endroit, franchement, et par le projet. Et c'est un projet à très long terme. Et au début, tout à fait au début, quand on a parlé avec Alexia, je me disais, mais il n'y a que des problèmes. C'est vrai, parce que c'est vraiment impressionnant. Mais il y a tellement de possibilités pour faire quelque chose dans cette chartreuse, c'est pour amener des gens qui sont passionnés, qui ont des idées. Et il y a beaucoup de choses qui se sont déjà passées en 3 ans. Donc, c'est vraiment, ça m'a beaucoup impressionné et je pense que c'est un peu dans la ligne de ce que nous faisons aussi. Et je vois les entrepreneurs sociaux, ils doivent aussi, ils doivent venir à bout d'énormément de choses. Il faut être difficultés, il faut être persévérant, mais avec passion, on peut faire quelque chose. Et ça, la persévérance, c'est à peu près la qualité qu'on reconnaît tous, je pense à Alexia et à son équipe d'ailleurs. Philippe Valette, je suis directeur général de Nausicaa, qui est à Boulogne-sur-Mer, le Centre national de la mer. Et je suis avec passion vos débats et les développements, bien sûr, développements dont vous êtes à l'origine bien des fois. Il me semble toutefois que dans les travaux du World Economic Forum, la mer n'est pas assez présente. C'est-à-dire que aujourd'hui... C'est deux à le penser, visiblement. Oui, mais je ne suis pas surpris. Plus que ça. Mais oui. Parce que la mer qu'il faut restaurer, qu'il faut préserver, c'est aussi un extraordinaire terrain de jeu qu'on a très peu aujourd'hui investigué. Et l'économie bleue aujourd'hui est sans doute l'une des solutions pour pouvoir redonner une vision à l'humanité et redonner un espoir. Et je dirais que nous, au-delà de l'économie bleue, c'est plutôt même la société bleue que l'on prône, c'est-à-dire tout cela, bien sûr, approprié par le citoyen. Donc c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important, qui est généralement assez absent et qui est un champ des possibles fabuleux. Nous avons dans le World Economic Forum aussi un groupe d'experts qui se réunit une fois par année donc, et qui traite à peu près 50 différents problèmes, c'est-à-dire on les appelle des risques auxquels nous sommes confrontés. Et ça va du climatique, terrorisme, aging. Et il y a un groupe qui s'occupe spécialement des océans. Donc, il y a des rapports qui ont été écrits, il y a des études qui ont été faites. Donc, c'est juste une chose de tout ce que nous faisons. Donc, le rapport, je pense que vous pouvez le chercher de notre site. Et en plus, dans nos activités art et culturelles, nous avions, cette année à Davos, nous avons érigé une bulle et montré à l'intérieur, c'est une artiste qui a fait un film en 360 dimensions, donc on était couchés sur des petits coussins comme ça, et on voyait, c'était comme un globe, et pendant 5-10 minutes, on a montré l'océan, l'intérieur de l'océan, tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qui se passe, donc c'était très impressionnant. Et par ça, au début, on a dit, oh, est-ce que ça va intéresser les hommes d'affaires, les politiques, est-ce que quelqu'un va venir? C'était la cohue. Du premier jour au dernier jour, on n'avait jamais assez de place, les gens ont attendu. Et donc,
bon, cette artiste, elle a expliqué ce qu'elle voulait faire, mais l'intention, notre intention, était de rendre attentifs les dirigeants à la beauté de l'océan, à la beauté de ce qu'il y a, et qu'on doit absolument préserver ça. Donc ça, c'est notre contribution. Je pense qu'il faut beaucoup de volonté, il faut des valeurs. Il faut avoir des valeurs, la responsabilité, transparence, et vraiment la volonté d'aider les populations défavorisées. Et je suis sûre qu'il faut aussi certainement, il faut le cerveau, le cœur, l'âme et de bon air. Ça, c'est clair. Nous essayons de nouveau de mettre ensemble les différents acteurs de la société. Et donc, dans chaque réunion, avec les entrepreneurs sociaux, nous invitons les entreprises, les entrepreneurs, de se rejoindre. Et chaque fois que nous avons fait ça, depuis quelques années déjà, ils nous disent « Mais pourquoi vous faites ça plus souvent ?» Parce que nous voulons apprendre, nous voulons savoir ce qui sont les vrais problèmes à la base. Et comme ça, on peut travailler ensemble. Parce que les entrepreneurs sociaux, c'est eux qui ont des idées nouvelles, ils ont des innovations, ils voient les choses différemment. Et donc ça, c'est un de nos devoirs, de les mettre ensemble. Pour les gouvernements, la même chose. Nous avons fait un rapport pour le G20 il y a quelques années, il y a 2 ans, où nous avons montré des cas concrets d'entrepreneurs sociaux, comment ils travaillent avec les gouvernements. Donc ça a été présenté à Londres, c'était l'année passée. Donc on essaie beaucoup de sensibiliser justement le monde politique aussi. Et ce qui est très important aujourd'hui maintenant pour vraiment changer d'échelle, et ça c'est à ce que nous nous attelons à partir de maintenant, ces prochaines années, c'est de travailler avec les entreprises dans certains secteurs pour que les entrepreneurs sociaux ne doivent plus simplement s'agrandir vers le haut, servir toujours plus de personnes, devenir toujours plus grand, plus d'employés, mais élargir leurs connaissances et travailler horizontalement avec les autres entrepreneurs et avec les acteurs de la société. Je me souviens au début, tout à fait, les 2-3 premières années, quand nous avons rassemblé les entrepreneurs sociaux, chacun devait dire ce qui lui est arrivé, comment il est arrivé à ce qu'il a fait, quand il a commencé à réfléchir à son entreprise. Et on a créé des groupes de travail. Un groupe avait comme titre « Ils ont dit que je suis fou ». Et un autre groupe de travail avait le titre « Ça ne va jamais marcher ». Donc, c'est ça mon message, ne pas se laisser décourager. Tout le monde a vécu ça, à tout le monde, les gens ont dit « T'es fou ». Ça ne marche pas, c'est une idée complètement dépourvue de sens. Mais ça marche, ça marche. Il y a tellement d'entrepreneurs sociaux. Ben bon, nous, on choisit parce qu'on est obligé de les mettre face à face avec les acteurs des gouvernements et des chefs d'entreprise. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans les pays, qui un peu plus silencieusement, et qui font un travail remarquable. Et ça, c'est mon message, vraiment. Pas vous décourager. Persévérance et passion. Merci, merci beaucoup.